Le Salon des agricultures de Provence, 8e édition, ça se passe ici, à Salon de Provence. Et sur ce territoire un peu exceptionnel, on cultive un produit tout à fait exceptionnel qui s'appelle le foin de Cros. Et vous allez voir, c'est une culture qui est complètement interdépendante, j'ai envie de dire, de l'écosystème. Et vous allez tout comprendre, puisque pour en parler, on a Monsieur Foin de Cros, c'est-à-dire Didier Tron. Didier, vous êtes producteur évidemment de foin de Cros ici dans la région. Vous êtes directeur du comité du foin de Cros, mais vous êtes également membre du comité national de l'INAO. Donc vous travaillez sur les produits de qualité AOC, IGP, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas l'INAO, on en reparlera. Mais vous êtes également adjoint à la mairie d'Istres en charge de l'agriculture. Donc un homme de terrain, un homme de terrain ici dans les Bouches-du-Rhône. Charlotte Alcazar, vous êtes directrice de ce qu'on appelle le CIMCRO. Donc peut-être vous me direz l'acronyme. Vous êtes hydrogéologue, voilà un joli métier, présidente de l'Association nationale des hydrogéologues du service public. Alors là aussi, vous allez tout nous expliquer, on va essayer de comprendre. Didier, derrière vous, c'est pas du foin de Cros qu'on a? Non, derrière nous, c'est de la paille. Ah, voilà. Rien à voir. Alors, ce foin de Cros, qu'est-ce que c'est? Comment il est cultivé et il sert à quoi? Alors, le foin de Cros, c'est déjà une production qui se trouve sur une dizaine de communes, donc entre un triangle qui va de Salon, Arles à Istres, sur lesquels il y a 13 500 hectares qui sont cultivés, dont aujourd'hui un peu plus de 10 200 hectares qui sont sous AOP, foin de Cros. Donc c'est une production sur laquelle on fait 3 coupes de foin par an, plus un pâturage en hiver, en règle générale par les moutons, Ouais. qui descendent de transhumance, qui vont pâturer la 4e coupe du 15 octobre au 15 février. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a de... Parce que le foin de Cros, qui est très prestigieux, j'ai envie de dire que c'est la Rolls-Royce du foin, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Alors, ce qui fait la qualité du foin de Cros, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part le terroir, qui est la Cros, l'ancien delta fossile de la Durance. Donc, il y a un sol caillouteux, très léger, donc un sol très filtrant. Le deuxième phénomène, on va dire, c'est les aspects climatiques. On est dans le sud de la France, donc où on arrive à sécher du fourrage en très peu de temps, et avec surtout quand il y a le Mistral qui nous aide à sécher, donc il y a un moment qui est très séchant. Et le troisième facteur, qui est le facteur le plus important, c'est l'eau. Donc les prairies de foin de Cros sont irriguées avec l'eau de la Durance. Elles sont irriguées tous les 8 à 10 jours, quasiment du mois de mars jusqu'à fin septembre, voire mi-octobre. Et en fait, cette eau avec laquelle on irrigue, c'est une eau qui est très minérale, très riche en minéraux, et elle confère au fourrage des valeurs minérales que n'ont pas les autres fourrages. Donc ça, c'est déjà le premier point. On a des valeurs minérales qui sont nettement supérieures à tous les autres fourrages qu'on peut trouver en France. Et puis aussi, ça a un autre avantage, c'est que le fait qu'on inonde les prairies, puisqu'on irrigue par submersion, oui. On inonde les prairies, donc on n'a pas de problème de remontée de terre liée au mulot, tout ça. Du coup, on a des foins qui sont très peu poussiéreux par rapport aux autres fourrages. Et c'est pour ça qu'il est très réputé dans le milieu des chevaux, et notamment des chevaux de course, parce que le cheval est un animal qui est très sensible à la poussière, qui a des poumons qui sont relativement fragiles. Et donc, ce foin-là, moins poussiéreux que tous les autres fourrages. Et en plus, il apporte des minéraux et des oligo-éléments de manière naturelle. Très bien, merci pour cette explication. Alors, vous expliquiez qu'effectivement, on irrigue donc les terres en foin de Cros, mais ce que vous allez nous expliquer, Charlotte, c'est qu'en fait, vous rendez à la nature ce que vous lui empruntez. C'est un peu ça l'idée avec le foin de Cros. Parce que, alors je vois les yeux de Charlotte qui plient, je vais dire une bêtise. Parce que si j'ai bien compris, l'eau ensuite repart dans les nappes souterraines. C'est bien ça? C'est ça. Alors en fait, donc il y a dans l'année, en gros, on va dire entre 15 et 20 irrigations pour chaque prairie. Et à chaque irrigation, c'est un peu plus de 1000 mètres cubes d'eau par hectare et par an. Donc sur la saison, en moyenne, on apporte 20 000 mètres cubes d'eau par hectare et par an, en surface. Sauf que la plante, on n'utilise que seulement 20%. Donc le reste va s'infiltrer et va alimenter la nappe phréatique. Très bien.
Alors, on se pose plein de questions, nous, quand on voit un système comme ça qui paraît tout à fait vertueux, mais on se dit, est-ce qu'on arrive à garder une qualité? Est-ce qu'on n'endommage pas les environnements? Quel avantage ça a de pouvoir remettre de l'eau dans cette nappe phréatique? Est-ce que vous pouvez tout nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce système-là de recharge de la nappe par infiltration des prairies, il est en quelque sorte accidentel. C'est-à-dire que le transfert d'eau depuis le bassin de la Durance jusqu'à notre territoire par ces canaux qui ont près de 500 ans, il n'avait pas vocation au départ à remplir la nappe phréatique. Hein, la recharge de la nappe phréatique, c'est un accident de l'histoire. Mais cet accident de l'histoire, il a été extrêmement structurant et indispensable pour ce territoire-là, parce que le territoire de la Crau n'a pu être habité de manière sédentaire qu'à partir du moment où il y a eu une eau disponible toute l'année. Et cette eau disponible toute l'année, en Crau, elle a été rendue, elle a rendu possible donc l'installation durable de l'homme, et elle est assurée par l'alimentation, par finalement le stockage de cette eau issue de la Durance et transportée par les canaux et infiltrée par l'irrigation des prairies. Donc le système Durance-Verdon fournit, les canaux transportent, la culture fourragère infiltre et la nappe stocke. Voilà. Et finalement, on a un système d'alimentation en eau qui est artificiel. Hein. On a sur la Crau, ça ne sont pas que les pluies qui alimentent la nappe. Ouais. C'est à peu près 30% les pluies, donc la recharge dite naturelle, et puis à peu près 70% la recharge dite artificielle, qui est issue de l'infiltration, de l'infiltration de ces irrigations. Ok. Voilà, c'est une recharge qui est artificielle. 70% à peu près de la recharge annuelle de la nappe provient de l'infiltration des eaux d'irrigation. Voilà, donc il y a 70% de la recharge de la nappe qui est une recharge artificielle, hein, qui est le fruit de la main de l'homme. Le fonctionnement actuel de la nappe a permis en fait de stocker l'eau et de la rendre disponible toute l'année sur ce territoire. Aujourd'hui, elle alimente en eau potable à peu près 300 000 habitants. Ouais. Alors 300 000 habitants, finalement, dont seulement la moitié ont les pieds sur la nappe. Ça veut dire qu'on l'exporte, cette eau. Les territoires voisins, en fait, l'utilisent également. Donc on a à peu près, on a 16 communes en fait qui utilisent totalement ou partiellement cette ressource pour 300 000 habitants. Et puis cette ressource, elle sert aussi à d'autres usages économiques, pour certains d'ailleurs extrêmement stratégiques, comme l'alimentation en eau industrielle. On a un grand port maritime particulièrement stratégique sur notre territoire, celui de Fos. Il est alimenté en eau par ce système-là, alors soit par l'intermédiaire de la nappe, soit par l'intermédiaire de canaux. Et puis également pour d'autres types d'agriculture, donc par exemple l'arboriculture fruitière ou encore le maraîchage, qui, elle, utilise des forages dans la nappe pour pouvoir irriguer. Donc un enjeu, effectivement, une tradition, enfin une pratique agricole qui convient aujourd'hui de préserver, parce que finalement, ce qu'on comprend avec ce que vous nous dites, Charlotte, c'est que l'alimentation en eau des habitants de 16 communes autour en dépendent à hauteur de 70%, c'est ça que vous nous dites? Oui, c'est ça. Ok. Bon, écoutez, c'est l'info à retenir, j'ai envie de vous dire. Vous êtes également présidente de l'Association nationale des hydrogéologues. On ne va pas pouvoir en parler beaucoup, mais simplement un mot. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Donnez-nous envie de mieux le connaître et peut-être de susciter des vocations. Alors, donc l'hydrogéologue, hydro-eau, géologue, géologie, donc sous-sol. L'hydrogéologue, c'est le spécialiste des eaux qui sont sous nos pieds, celles qu'on ne voit pas. Donc nous, on travaille sur l'invisible, on essaye de promouvoir. Enfin, d'abord notre métier, c'est un métier plutôt technique.
Donc notre rôle, ça va être d'étudier, de surveiller, de quantifier, d'évaluer la qualité des eaux aussi, la quantité, la qualité, et puis aussi de parler de ces ressources en eau pour rendre visible l'invisible. Donc voilà, c'est un métier qui aujourd'hui est de plus en plus demandé, et ça, je crois qu'on le comprend assez bien avec les enjeux liés au changement climatique et aussi à l'explosion, si je puis dire, des pollutions dites émergentes. On en a beaucoup entendu parler dans les médias ces derniers mois. Donc de plus en plus de besoins. Et donc, pour le coup, un métier d'avenir. Voilà, alors si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller, vous avez un stand, le Cimcro ? Tout à fait, on est à côté, on est voisins sur le salon. Ok, parfait, donc voilà, allez sur le stand, je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir et à comprendre, et notamment cette culture du foin de croc. Le foin de croc, donc qui sert à la fois aux chevaux de course. J'ai vu qu'on innovait aussi autour du foin de croc, je suis rentrée il y a quelques années, ou c'était peut-être l'année dernière, avec des galets de foin de croc. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Oui, on a quelques producteurs qui sont spécialisés dans l'alimentation, ce qu'on appelle des NAC, avec des petits sachets de foin. Ils font des galettes aussi de foin compressé. Voilà. Et puis après, même pour l'alimentaire, aujourd'hui, on n'arrête pas. Il y a des glaces au foin de croc, il y a de la bière au foin de croc. Oh là là, il y a de la gelée de foin de croc. Il y a toute sorte de produits à base de foin de croc. On peut se dire que ce qui est bon pour les chevaux de course, c'est bon pour nous aussi. Exactement. Merci beaucoup, merci à vous deux. Bon salon.